Bienvenue dans ce nouvel épisode du Urban Tech Hub podcast où j'ai le plaisir d'avoir Georges Caron sur le grill. Bienvenue. Merci. Avec plaisir. Est-ce que tu pourrais nous expliquer simplement qui tu es, quelles sont tes passions, quelle est un petit peu ton histoire, ton parcours jusqu'à présent, avant qu'on attaque avec le vif? D'accord, super. Merci. D'abord, merci de me recevoir. Merci pour l'invitation. Ça me fait très plaisir d'être là aujourd'hui. Donc, mon nom est Georges Caron. Donc, je suis ce qu'on appelle ou ce qu'on peut définir un multi-entrepreneur. Et comme la question est un peu d'où tu viens et qui tu es, si je devais me définir d'une certaine manière, je dirais que je suis quelqu'un de passionné par l'entrepreneuriat et par le fait de vouloir changer les choses ou trouver un problème et comment le solutionner. Ça, c'est un truc qui a toujours été en moi depuis tout petit. Et en fait, j'ai eu la chance d'avoir un grand-père qui très tôt, en fin de compte, a été un passionné de tech aussi et d'ordinateur. Moi, je suis de la génération déjà du début de l'Internet. Quand j'étais quand même jeune, genre 14-15 ans, Internet n'existait pas encore, ou c'était le tout début. Et donc ça m'a intrigué, et donc il y a vraiment eu, quand il y a eu ce paradigme et ce changement de technologie qui allait changer le monde, ça m'a tout simplement subjugué. Et mon grand-père m'a vraiment poussé là-dedans. Il m'a appris à programmer quand j'avais 15 ans sur des premiers ordinateurs en basique, et je trouvais ça magique en fait. Et du coup, ça a été une arête sur l'ensemble de ma carrière jusqu'à aujourd'hui, de se dire voilà, tu peux transformer une programmation, du code, de la technologie en quelque chose de magique, et je pense que c'est ça qui me définit un petit peu en tant que personne en tout cas. D'accord. Donc évidemment, on est très sélectif sur les personnes qu'on invite dans le Urban Tech Hub podcast. Et ce qui nous intéressait aussi, c'est ces dimensions multi-entrepreneuriat. Et donc, tu as déjà fait plusieurs exits. Est-ce que tu peux un petit peu rapidement expliquer ton aventure entrepreneuriale jusqu'à présent? Absolument, absolument. L'aventure entrepreneuriale, il faut d'abord, je pense, te rappeler globalement, et c'est vrai pour tout et pour tout le monde, d'où tu viens en fait. Et quand ça commence, je pense vraiment que quand tu as ça en toi, eh bien, grosso modo, ça commence assez jeune et assez tôt. Et j'ai envie de partager une histoire avec vous aujourd'hui qui est en gros quand j'ai vraiment commencé. Et à 16 ans, je me suis dit, tiens, j'ai envie de gagner un peu d'argent de poche. Et à 16 ans, en gros, tu as deux solutions. Tu vas travailler, tu vas faire des jobs étudiants dans des magasins, par exemple, ou dans des petites entreprises, voilà, où tu peux faire des jobs administratifs. Et moi, je me suis dit, non, je vais essayer de trouver quelque chose où je peux faire de la vente, parce que j'avais envie de faire un levier. Donc ma motivation là, clairement, était effectivement pécuniaire. Et j'ai rencontré une personne qui vendait des pubs dans des magazines et qui m'a dit, en gros, écoute, voilà, je vais te montrer comment ça marche. Et c'est ma première expérience de cold calling, où j'ai commencé à appeler en fait des dizaines et des dizaines d'entreprises. Je n'avais jamais fait ça de ma vie, et j'ai commencé à vendre comme ça. Et là où j'ai trouvé vraiment une différence là-dedans, c'est que je faisais à peu près 2 fois à 3 fois de revenus par rapport à mes copains de l'époque qui avaient des jobs étudiants. Et ça a été vraiment le début de mon aventure. Et du coup, ça a aussi été le trigger après pour me dire, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et ça revient sur la question précédente de dire, avec de la tech. Et je suis vraiment resté là-dedans au niveau de ma carrière et des entreprises que j'ai créées. Aujourd'hui, je dois avoir entre 5 et 6 entreprises dans lesquelles j'ai été soit fortement impliqué, soit que j'ai tout simplement fondé moi-même. Certaines ont bien fonctionné, d'autres ont moins bien fonctionné. Il y a plein de raisons à ça, évidemment, mais ça reste quand même effectivement dans mon ADN. Donc l'idée de vouloir développer, changer les choses, et bien sûr, évidemment, avec de la tech. Ok, merci. Donc, un des premiers business dans lequel tu étais impliqué ou que tu avais lancé, en tout cas quand on a commencé à échanger, c'était cette société multimédia qui faisait du streaming spécialisé dans le sport. Je pense que ça avait très bien fonctionné. Mais aujourd'hui, est-ce que tu peux un petit peu nous donner la vue hélicoptère? Où sont tous les business? Quels sont les chiffres clés? Dans quoi est-ce que tu es impliqué? Très bien. Alors oui, effectivement, la société s'appelait, parce qu'elle a changé de nom, Keymotion. Donc c'est une société qui produit des matchs de sport de manière automatique avec de l'intelligence artificielle. Ce qui est intéressant dans ce projet, c'est un mot-clé, en tout cas, c'est l'anticipation. Donc il faut bien se rendre compte que ce projet a commencé en 2009.
On était loin d'avoir les outils en fait qu'on a aujourd'hui. Par contre, l'IA existait déjà largement à ce moment-là, mais elle n'était juste pas encore vraiment populaire. Et donc pourquoi je parle d'anticipation et de vision, on en parlera après, c'est, je pense, c'est vraiment de se dire, bah, tiens, comment est-ce que moi je crois que cette technologie va pouvoir changer la façon dont les choses sont faites. Et donc cette boîte, elle filmait des matchs de sport de manière automatique, sans opérateur, sans personne en fait. Et le gros avantage était de pouvoir générer plus de contenu rapidement et effectivement, comme tu l'as dit, de le distribuer sur des plateformes de streaming spécialisées dans le sport. Et donc c'était assez unique. Était à quelle période, plus ou moins, quelles années? 2012. Ah, c'était très très tôt. Très tôt. Et donc du coup, ce qui est marrant, c'est que il y avait deux aspects intéressants là-dedans. C'est qu'en fait, il y avait ce changement. Donc on a quelque part une objection globale du marché de dire tiens, non, tout ce qu'on fait aujourd'hui est très bien, donc il y a une résistance au changement. Mais d'autre part, il y a quand même des gens qui adhèrent à la vision que tu as, de se dire mais non, en fait, demain, tout sera fait, ou la moitié des matchs seront filmés de la même manière que ce que moi je te propose aujourd'hui. Ouais. Et pour parler chiffres, du coup, on avait commencé avec un prototype en Belgique au Spirou de Charleroi en 2012. Et en fin 2015, on était dans 20 pays différents, on filmait 8000 matchs par an. Et donc ça donne un peu une idée de la proportion que cela a pris rapidement. Après, la boîte a été rachetée. Aujourd'hui, elle fait environ 750 millions d'euros de chiffre d'affaires. Elle compte plus ou moins 3500 personnes et elle est présente dans 150 pays. Waouh. Ok. Et pour les autres business, du coup, toujours dans la tech, aujourd'hui, j'ai démarré une boîte qui est un SaaS, je reste toujours dans la tech et dans l'automatisation, qui permet en fait de générer des applications mobiles automatiquement. En gros, on facilite la création et la distribution d'applications mobiles pour des communautés, comme le PropTech Lab par exemple, et à un prix évidemment qui défie toute concurrence. Très clair. Et donc, tu as fait plusieurs exits, hein. On n'a pas assez insisté dessus, mais est-ce que tu peux un peu expliquer jusqu'à présent comment est-ce que ça s'est passé? Donc, est-ce que tu as commencé à travailler la stratégie d'exit à un moment? Quand? Est-ce que c'était 1 an ou 2 ans avant? Est-ce que tu avais déjà commencé à approcher les exit partners? Ou ça s'est fait de manière opportuniste, de manière non préparée? Alors, c'est une question qui n'est pas triviale. Alors, je me rappelle un jour, justement, il y a, je dirais, une bonne dizaine d'années, la première fois que j'ai eu des VC en fait et que j'ai eu un investissement effectivement extérieur, une personne m'a dit il n'est jamais trop tôt pour vendre. Et du coup, chacun peut avoir son avis sur la question. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est de dire ça veut dire quoi en fait? Il n'est jamais trop tôt pour vendre. Il n'est jamais trop tôt en fait quand toi tu estimes que c'est le bon moment pour toi. Et donc ce ne sera jamais en fait, vraiment un incitant financier. Je pense que c'est un mauvais calcul en fait de se dire j'attends un incitant financier parce que alors tu deviens spéculatif sur ta propre boîte et donc tu attends juste uniquement une dynamique de valorisation et c'est peut-être pas la bonne approche à avoir. Mais bottom line, pour répondre à la question, quand est-ce que tu commences à préparer? Mais je pense que d'abord, tu vas vendre quand tu sentiras que tu as envie de vendre. Et la vente est un processus tellement personnel et à chacun. Et ça dépend dans quel état tu es à ce moment-là et tes envies aussi à ce moment-là. Et donc, quand est-ce que tu commences à préparer? Mais j'ai envie de répondre, tu prépares quand tu commences ta boîte. Quand tu démarres, en fait, tout commence là. Être exit ready à chaque fois. Tout le temps. Donc, tu dois effectivement t'obliger quelque part à documenter ce que tu fais, à le décrire, à expliquer ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Et ça va au-delà effectivement de PV d'un conseil d'administration. Ça va vraiment dans la façon dont tu vas documenter les choses et tout le processus que tu as fait. Je te jette d'ailleurs un peu une fleur là-dessus, parce que c'est quelque chose que toi tu fais très bien, justement. Merci. Mais c'est fondamental pour un entrepreneur de garder ça en tête. Parce qu'à un moment, quand ils vont se dire « je suis prêt à vendre », s'il n'y a pas tout ce travail-là, tu vas devoir le faire à ce moment-là. Tu vas devoir utiliser ta mémoire. C'est beaucoup d'informations à processer et c'est un petit peu compliqué à faire. En termes d'exit et de préparation également, pour répondre de manière aussi peut-être plus directe, au moment où tu décides, ok, je suis intéressé par la vente, grosso modo, il faut plus ou moins 1 an de préparation parce que tu vas avoir des questions de gens qui ne te connaissent pas, qui ne sont pas dans ta réalité. Et donc, tu dois faire ce travail aussi de recul, de dire, ok, si je me mets en dehors de ma boîte, à quoi elle ressemble? Comment est-ce que quelqu'un va voir ma boîte? Et en fin de compte, quelle sera sa valeur perçue? Tu vois,
Moi, j'ai aussi eu un mentor dans ma vie qui m'a dit toute perception est une vérité, Georges. Et j'ai retenu cette phrase parce que c'est tellement vrai. Il ne faut pas oublier ça quand tu veux justement vendre ta société et te dire bah, tiens, bah oui, si la personne qui est en face de moi perçoit en fait quelque chose, ou il y en a trois qui me disent la même chose, c'est que c'est une vérité, donc je dois adresser cela. Et donc, ça met 1 an de préparer effectivement toutes les réponses que tu vas pouvoir donner en fait aux questions qui seront posées par ces gens. Et du coup, voilà, au-delà des chiffres et des aspects administratifs effectivement de la vente. Ok, très intéressant. Et toi, tu es resté impliqué? Est-ce qu'il y a eu un earn-out? Donc après la transaction, est-ce que voilà, tu as disparu? Ou bien alors tu restes encore impliqué 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans? Enfin, il y a chaque fois tous ces termes-là aussi. Ouais. Comment est-ce que toi, tu voyais les choses? Alors moi, j'ai un avis assez tranché sur la question. Ok. Je dis toujours aux candidats acheteurs avec qui je discute de temps en temps, je dis, il n'y a rien de pire de garder quelqu'un qui n'est pas motivé. Donc, en gros, l'earn-out, il doit être discuté à partir du moment où il y a une vraie valeur et où la personne est diligente dans l'accompagnement et qu'elle a une vraie valeur ajoutée, effectivement, là-dedans. Et ça dépend de business. Case by case, ouais. Dans des business, effectivement, de service, ce sera très vrai. Forcément, puisque globalement, en fait, le service que tu vas rendre à tes clients est lié à ta personne. Dans un business de produit, globalement, si tu as bien fait ton travail, j'ai envie de dire que le CEO ne sert pas à grand-chose. Ouais. Et donc, du coup, il n'y a pas vraiment besoin d'earn-out. Mon cas particulier a été que, alors moi c'est une belle histoire, mais donc moi j'ai renoncé à mon earn-out, tout simplement parce que je ne m'entendais pas avec les acheteurs d'une des sociétés que j'avais vendues. Et donc là aussi, c'est une bonne question, c'est quelle est l'importance que tu donnes en fait à l'argent également, tu vois, et quelle est ta capacité à te dire, mais c'est pas grave de perdre peut-être quelques centaines de milliers d'euros ou dizaines de milliers d'euros, peu importe, je vais les regagner autrement. Mais quel est le prix de ton bonheur en fin de compte, tu vois? Ouais, bien sûr. Et ça, c'est la vraie question. Si ça te coûte tape intérieure, c'est trop cher. Dans tous les cas, ça c'est sûr. Et donc, il faut avoir une tête froide par rapport à ça. Parce que nous, on a une tendance à vouloir bien faire les choses. Si tu es face à quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs que toi, tu vas te piéger toi-même quelque part et t'enfermer dans un tunnel dans lequel tu n'as globalement pas envie d'être. Et donc, l'earn-out, c'est aussi, comme tout le reste d'ailleurs, une question humaine avant tout et une décision que tu prends. Et donc, ma réponse est aussi de dire, si moi je peux l'éviter, je préfère. Parce que je pense que à un moment, quand c'est repris par quelqu'un, il faut juste s'assurer que voilà, les choses se fassent bien, parce que c'est une question de respect vis-à-vis de tes clients. C'est principalement ça, parce que les gens t'ont fait confiance à un moment. C'est une question de respect par rapport à tes investisseurs historiques également. Mais donc, du coup, il faut trouver la bonne balance qui fonctionne pour tout le monde, dans un objectif, effectivement, de reprise la plus smooth possible, en fait. C'est ça. J'aimerais bien rebondir sur la question de ne pas s'entendre avec ses investisseurs ou avec ses acheteurs. Pas besoin de rentrer dans les détails, mais ce qui m'intéresse, c'est la question de l'instinct. Est-ce que tu l'avais déjà anticipé? Est-ce que tu avais déjà compris qu'il pouvait y avoir un problème? Cette petite voix à l'intérieur que tu as décidé de ne pas écouter, et que tu as décidé de quand même aller, ou alors, parce que écouter son instinct, c'est quand même très important, mais c'est une petite voix qu'on a tendance qui est tellement fine que parfois on ne l'entend pas. Mais en fait, on sait qu'il y avait un truc qui tournait pas rond. Donc, est-ce que tu avais anticipé ça? Est-ce que tu savais qu'il allait avoir un problème? Alors, la première fois que j'ai rencontré ces gens, je savais qu'il y avait un problème. Ok. Après un quart d'heure. Il y a un livre excellent qui explique justement la première impression et le sentiment qu'on a et la balance entre l'émotionnel et le rationnel. Et le problème que j'avais était que tu n'as pas toujours le contrôle sur tout au niveau de ton environnement. Donc tu peux sentir qu'il y a un problème, mais tu es quand même dans un rôle et tu es avec d'autres gens et d'autres stakeholders. On est globalement, malgré tout, dans un monde relativement violent. Hein. Donc voilà, donc du coup, à un moment, tu n'as pas le choix, tu dois faire ce qui doit être fait. Tu peux te battre, mais tu n'as pas toujours tous les atouts en fait en main. Donc j'avais beau le savoir, mais j'avais pas de levier pour répondre à la question. Et donc j'ai essayé effectivement de me garder une espèce de coque autour de moi pour garder mon propre bien-être et faire en sorte en fait que ça se passe du mieux que je pouvais dans l'environnement dans lequel j'étais. Très clair. Ok, merci pour cette franchise. J'aimerais qu'on parle aussi de la vision. Donc la vision, c'est vraiment hyper important et c'est quelque chose qui peut peut-être
évoluer, qui peut peut-être aussi de temps en temps être plus fort ou plus clair et de temps en temps moins clair. Donc est-ce que ça t'arrive de perdre ta vision quand tu as le nez dans le guidon, de plus savoir distinguer entre les priorités, de plus voir vraiment la direction long terme? Et comment est-ce que tu fais pour travailler ta vision? Est-ce que tu dois travailler autant ta vision que l'exécution opérationnelle? Donc c'est quoi un peu ton point de vue sur la vision en tant qu'entrepreneur? J'ai envie de te répondre que si tu te mets en marche tout droit et que tu ne sais pas où tu vas, globalement, il y a juste une chose à dire là-dessus, c'est que ça ne marchera pas. Une poule sans tête. Une poule sans tête. J'ai envie de donner aussi l'exemple d'une rivière, tu vois, tu es sur une rivière et donc tant que tu as des obstacles et que tu peux éviter ou que tu peux casser d'une certaine manière parce que tu as un outil pour le faire, du coup tu vas dans la bonne direction et tu sais que où arrive la rivière, dans le lac où tu veux être. Si à un moment effectivement tu ne sais pas où va la rivière, il y a trop d'obstacles et tu ne sais pas trop comment tu vas faire, globalement, a priori, tu es au mauvais endroit et tu ne fais pas ce qu'il faut pour justement garder ton objectif. Et la question justement de l'opérationnel, etc., c'est une vraie bonne question et je remarque aussi avec beaucoup d'autres entrepreneurs que j'ai le plaisir aussi d'accompagner, c'est dommage, mais souvent ils se retrouvent un peu dans cette dynamique de se mettre beaucoup d'actions qui sont polluantes en fin de compte par rapport à ce qu'ils devraient faire. Et franchement, c'est un exercice très difficile à faire parce que quand tu es entrepreneur, par définition, tu es un optimiste. Tu as envie d'aider tout le monde, tu as envie de répondre, tu vas chercher de l'information et donc tu es plutôt dans l'émulation que dans le focus et je vais faire qu'une seule chose à un certain moment. Et donc, la vraie question à un moment, c'est de dire, effectivement, voilà, l'administratif, les emails, les gens qui t'appellent pour des choses qui n'ont rien à voir avec ce que tu dois faire ou peut-être qui sont un peu connexes mais ça ne va rien t'amener de positif par rapport à ton propre objectif, à un moment ça te bouffe trop de temps. Et le temps, c'est la seule chose sur laquelle tu n'as pas d'influence. Je veux dire, tu as 24 heures, tu as des enfants peut-être, tu dois t'en occuper, etc. Donc voilà, tu es obligé de faire des choix. Et d'ailleurs, c'est ce qu'un entrepreneur est, ce ne sont que des choix toujours. Et donc cette histoire de tout ce qui est polluant et des actions qui sont polluantes, c'est difficile vraiment pour l'entrepreneur de retrouver vraiment le bon focus et de faire les choix. Alors comment moi je fais? Le nez dans le guidon, ça m'arrive comme tous les autres, je ne suis pas différent. Et donc, mais par contre, je conscientise ça à un moment et je me dis, je m'assois et je me dis, ok, toi dans mon bureau j'ai un petit fauteuil aussi, je m'assois dans le fauteuil, 5 minutes, je me vide l'esprit, je dis, ok, qu'est-ce que j'ai fait là les 3 derniers jours? Et si la réponse est, j'ai répondu à mes mails, je me suis occupé de l'administration, j'ai répondu au paiement des factures XY, etc. La réponse est, ok, j'ai rien fait en fait qui bénéficie vraiment à ce que je veux faire et qui va vraiment dans mon objectif. Et donc moi, ce que je fais souvent, c'est que si je suis trop nez dans le guidon, ça m'arrive de faire bêtement 10 pompes dans mon bureau, ça me vide l'esprit, tu vois, je fais quelque chose de physique, je me repose, ou alors si j'ai besoin un peu plus de temps, je m'arrête, je prends mon après-midi, je vais me promener, et puis je reviens, et je réadresse en fait ces problèmes-là, et je me remets un point derrière. Deuxième élément de réponse aussi, c'est l'association. Je crois que vraiment, si la force de l'association, c'est justement qu'une personne est un relais pour une autre. Tu vois, donc du coup, tu vas avoir une personne qui va pouvoir t'aider et qui va dire, écoute, tu es peut-être trop nez dans le guidon et qui va justement te donner cet équilibre dont tu as besoin. Et puis, il y a toujours plus dans 2 têtes ou 3 têtes que dans une, forcément. Il y a la solitude de l'entrepreneur, mais ça, c'est un autre sujet. Mais donc, effectivement, ça, c'est aussi une façon de pouvoir mitiger cette histoire de nez dans le guidon. Très clair. Ok, merci. Qu'est-ce que tu fais quand... Est-ce que ça t'arrive? Ça arrive à tout le monde, donc c'est une bête question. Mais quand tu perds en motivation ou en productivité, qu'est-ce que tu fais pour un petit peu regagner ça? Alors, je crois que quand on parle justement de productivité ou effectivement de doute, d'abord il faut mesurer et définir ce que ça veut dire, tu vois, ce qui est déjà effectivement peut-être parfois un peu plus difficile et il faut justement pouvoir l'appréhender vis-à-vis de ton environnement à toi. Et moi, je ne crois pas que c'est une question que de doute et tout, c'est aussi une question de productivité, de dire, au sens KPI du terme, c'est plus de nouveau, qu'est-ce que tu fais et comment tu le fais et est-ce que tu le fais bien en fait, c'est ça.
tu vois. Et donc, j'ai envie de traduire ce que tu demandes par le concept de compétence. Tu vois, quand tu es entrepreneur au début, tu n'as pas toujours assez de fonds, par exemple, et donc tu as aussi cette sobriété au niveau des dépenses qu'on t'inflige ou qui t'est imposée d'une manière ou d'une autre. Et donc, forcément, tu as cette tendance à dire, bah, c'est pas grave, je vais me former, je vais le faire moi-même, et c'est tout à fait possible. Et si tu es smart, c'est pas une mauvaise idée en soi, hein, voilà, d'apprendre une compétence, un outil, et de te mettre en route pour l'utiliser et atteindre tes objectifs, pour revenir sur le sujet précédent. Mais le problème de ça, c'est de nouveau le temps, encore une fois. Et donc, tu ne peux pas prendre toutes les palettes d'une entreprise, opération, IT, vente, marketing, faire tout toi-même, certainement pas. Et du coup, de nouveau, ça va te désolidariser de ton objectif final, de ton focus et du coup de la productivité et du coup, par ailleurs, de la motivation que tu vas avoir. Parce qu'au départ, tu dis super, je suis motivé, j'apprends plein de trucs, c'est chouette. Mais quand tu es débordé et que tu te dis, bah, en fait, j'arrive pas à tout faire et tout prend plus de temps, c'est là en fait que tu vas avoir un levier de démotivation. Et donc, compétences. On dit toujours cette phrase générique, il faut être bien entouré, mais moi je trouve que ça ne veut rien dire en fait. Donc c'est pas juste être bien entouré, tu dois trouver en fait la compétence dont tu as besoin au bon moment. Ça, c'est ton job d'entrepreneur, tu vois. Et c'est ça aussi qui va te permettre de pouvoir mitiger ton temps au moment où tu auras besoin justement de ça, et tout en ayant effectivement cette sobriété économique si elle t'est imposée. Mais voilà, donc ça c'est vraiment la façon dont tu peux mitiger aussi et le doute. Et ça va te rassurer d'ailleurs après de voir des gens compétents, tu vois, derrière. Parce que tu vas te dire, purée, ça va te remotiver. Et donc du coup, tu vas améliorer ta productivité et ça va t'aider justement aussi dans tes propres compétences par après. Très clair. Ça me fait penser à l'idée du flow, hein. Donc tu vois ce graphe où tu as le challenge et les compétences. Et donc si tu as beaucoup de compétences mais pas assez de challenge, c'est boring. Et si tu as évidemment trop de challenge, pas assez de compétences, c'est stressant. Et donc il faut une corrélation, il faut que tu aies le même niveau de challenge que le niveau de compétences. Comme ça, tu es dans le flow. Donc c'est un peu lié à cette question de compétences et de motivation, etc. que tu mentionnais. Si tu regardes derrière ton épaule, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des moments que tu pourrais identifier comme soit les moments les plus difficiles, les plus douloureux dans toute la carrière, des moments que tu as traversés où tu te dis waouh, c'était dur et quelles sont les leçons apprises? Ou bien peut-être, si tu veux te concentrer sur le positif, des achievements dont tu es le plus fier, et peut-être que c'est juste après le moment douloureux d'ailleurs. Donc, quels seraient tes éléments de réponse? J'en ai plein, Idriss, des moments douloureux, malheureusement, mais des beaux moments aussi, voilà. J'ai envie de te répondre, il y a une première question fondamentale qu'il faut se poser en fait avant de juste énumérer des moments. C'est quoi un entrepreneur en fin de compte, bottom line, tu vois? C'est quoi ton day-to-day? Ton day-to-day, et quelque part, ce qu'attendent les gens de toi, c'est de faire des choix. Le choix est au centre de ce qui va définir la direction de ton entreprise. Et c'est vrai aussi dans ta vie d'ailleurs, c'est vrai dans la vie amoureuse aussi en fin de compte, hein, tu vois. Et donc, faire des choix, c'est pas toujours aussi simple que ça, parce que la vie n'est pas manichéenne, n'est-ce pas? Et donc, tu es quand même malgré tout souvent dans une zone grise. Tu es, voilà, oui, il y a du pour, il y a du contre, il y en a un qui te dit quelque chose, il y en a un autre qui te dit son contraire. Très vrai aussi quand tu cherches des fonds, par exemple, tu vois, tu vas interroger 15 personnes et tu vas avoir 15 modèles différents sur la façon de financer ta boîte. Mais à la fin de l'histoire, c'est toi qui vas décider. Tu vas dire oui ou non à certaines choses. Et donc, ce sont des choix. Et parfois, les choix, effectivement, sont des choix qui peuvent être difficiles, que soit tu fais à contre-cœur, mais tu te dis, ok, je dois choisir d'une manière ou d'une autre, et donc je vais le faire, et tant pis si je me trompe. Et c'est ça la force, effectivement, aussi d'un entrepreneur, de se dire, ok, je choisis, j'avance, et a priori, quand tu es dans un modèle, par exemple, startup, tu dois le faire vite. Moi, dans mon cas, j'ai parfois pas fait ces choix, ou pas assez vite. Je pense par exemple effectivement au personnel, tu vois. J'ai eu une discussion encore ici il y a 2 jours avec une personne, donc une entrepreneuse, et qui me dit oui, j'en ai marre, il n'y a rien qui va, en interne en fait, j'ai pas les bonnes personnes, c'est juste des gens moyens. Et ma réponse a été, bah oui, mais donc le problème, c'est pas eux, c'est toi. Tu dois prendre effectivement malheureusement des choix qui s'imposent. Et tu peux pas
de nouveau, ça revient sur la question de l'objectif. Où tu vas et dans quel timing? Tu veux être où dans 1 an et demi? Est-ce que tu crois vraiment que les gens qui sont avec toi vont pouvoir t'amener là? Non. Ben donc tu as la réponse. Mais donc prends ton courage à deux mains et fais ce qu'il faut. Trouve les talents. Trouve les gens qui sont dans le train avec toi. Trouve les gens qui vont aller à la même vitesse que toi. Parce que c'est ça, en fait, une partie du secret. Tu vois, tu peux pas, en fait, prendre des gens avec toi qui sont moyens. Ça ne marchera pas. Ça marche dans des grandes entreprises où quand ta structure grandit, ça ne marche pas, en fait, dans une petite structure où tu dois effectivement avoir tout le monde qui est dans le même bateau et qui doit être bon, fondamentalement bon dans ce qu'ils font. Tu vois? Tu ne peux pas aller loin sans prendre des choix difficiles. C'est pas possible, non. Et donc moi, par exemple, un truc que je regrette dans une des boîtes que j'ai faites, effectivement, tu tenais le graphique skills, or on peut le faire avec les valeurs aussi, tu vois. Mais du coup, là, j'ai eu des gens qui avaient des skills incroyables, mais qui n'avaient pas les valeurs et qui devenaient toxiques pour mon entreprise. Et je ne les ai pas licenciés suffisamment vite. Et donc, ça a posé de très gros problèmes. Et je pense vraiment, sans rire, que j'ai peut-être perdu, à cause de ces gens, 7-8 mois je vais dire de croissance, mais de l'objectif où je voulais aller. Parce qu'en fin de compte, je mettais mon énergie dans ces gens-là, à essayer de les remettre toujours au diapason et au bon endroit. C'est ça. Et c'était juste pas possible. Énergivore. Tu vois donc voilà, donc ça c'est, voilà, et puis choix dans des investisseurs. Je peux dire maintenant, j'ai appris avec l'expérience à faire certains choix plus difficiles plus vite. Mais donc du coup, ça c'est clairement, si je devais donner un conseil, ce serait celui-là, avoir la tête froide et prendre les décisions effectivement très rapidement. Inspirant. Mon ami Thomas Vandenberg de B6 disait que l'entrepreneuriat, c'est croire dans le futur. Donc c'est un peu aussi la question de l'optimisme dont tu as un peu parlé. Question reliée à ce que tu disais avant, mais poser des choix durs, donc il y a aussi le choix de quand arrêter, s'il faut arrêter. Et il y a aussi une différence entre baisser les bras, donc abandonner, ou bien alors tourner la page. Et donc j'aimerais parler de cette importance de tourner la page. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup d'entrepreneurs qui sont successful, ambitieux, mais surtout vertueux, avec donc des bonnes valeurs, avec la volonté ou le drive d'avoir un impact social, environnemental positif et tout ça, qui sont, je trouve, très résilients par rapport aux mauvaises phases de la vie ou par rapport à des comportements toxiques ou négatifs ou corrosifs ou peu importe. Ils laissent couler. Et en fait, c'est parfois une certaine force aussi de savoir tourner la page, de dire « Ok, voilà, moi j'avance. Je reste positif, j'investis mon énergie dans ce qui est positif. » Et donc, quel est ton point de vue sur cette différence entre abandonner et sur tourner la page, et aussi sur la question de quand est-ce qu'il faut arrêter, quoi? C'est beaucoup de questions. Non, c'est très bien, merci beaucoup. Écoute, voilà, après on pourrait en faire un bouquin. Hein, donc, je vais commencer la réponse, je vais repartir sur la partie choix et donc le fait effectivement que tu fasses des choix dans la vie. D'abord, il y a aussi un choix personnel que tu dois faire et qui est vrai pour tous les entrepreneurs. Tu vois, on me demande parfois, mais c'est quoi le secret en fait de la réussite, tu vois? Alors, évidemment, il y a de multiples réponses. Il y en a une que je peux déjà donner, et en repartant sur la partie des choix. Et donc, c'est le fait de choisir la route que tu vas prendre pour arriver à tes objectifs ou à ce que tu t'es fixé toi-même. Et quand tu prends la voie facile ou les choix qui semblent être les plus faciles, souvent ça va te donner des résultats prédictibles. Donc tu vas pouvoir prévoir, si tu prends certains choix faciles, ce que ça va te donner. Mais est-ce que ça répond vraiment à ce que tu veux faire et à ce que tu veux changer? Et la réponse en général est plutôt non. Et donc tu es plutôt obligé de prendre justement les choix qui sont plus difficiles. Un risque financier, aller convaincre des gens et prendre ta petite mallette le matin et être hyper flexible pour aller expliquer à une personne dont tu as besoin peut-être pour un financement, de dire écoutez voilà, vous allez faire ça parce que c'est comme ça que ça va se passer et j'en ai la vision. Il faut vraiment effectivement un sens de la persuasion, d'abord propre, mais aussi du coup qui doit être très puissant. Et ça, c'est la voie difficile. Ouais. Et malheureusement, beaucoup de gens que je rencontre, entrepreneurs, je ne vais pas dire qu'ils ne comprennent pas, mais ils ne le traduisent pas en actes derrière. Et parfois, j'ai envie de les pousser un peu dans le dos en disant « Mais non, prends cette voie difficile parce que c'est la seule voie en fait, qu'il est possible de prendre pour justement réussir et pouvoir faire en sorte que tu vas atteindre tes propres objectifs. »
Et donc, ta question était effectivement sur la résilience et quand est-ce qu'il faut arrêter. Et donc, pourquoi je parle de cette voie difficile? On oublie, on parle de résilience, souvent c'est un mot de nouveau qui est un peu galvaudé. Moi, j'ai envie de parler de courage. Être un entrepreneur, c'est avoir un courage, mais au premier sens du terme. Tu vois, et un vrai courage. Les questions que tu dois te poser quand tu es entrepreneur, est-ce que je suis prêt à risquer ma famille? Est-ce que je suis prêt à perdre ma famille? Est-ce que je suis prêt à divorcer? Est-ce que je suis prêt à perdre éventuellement tout l'argent que j'ai aujourd'hui? Est-ce que je suis prêt à avoir des problèmes avec ma famille parce qu'effectivement, ils vont financer en partie mon projet au début? Est-ce que je suis prêt à me déconnecter de mes amis pratiquement complètement et vivre en autarcie pendant des mois, voire des années? Ça, ce sont les vraies questions. Et ça, c'est pas que de la résilience. Des sacrifices, mais... C'est donc du courage. Et donc, quand est-ce que tu dois tourner la page? Soit parce que tu n'as plus le courage de le faire et que tu sens en fait que tu as été au bout de ton histoire et que du coup, tu ne vas pas prendre la voie difficile pour y arriver. Et ça, c'est un choix que tu poses. Et quand tu es face à ce choix et que tu te dis « je n'ai plus le courage et je vais prendre la voie facile », et c'est tout à fait OK, c'est le moment de tourner la page et d'arrêter. Intéressant. Et ça devient presque une session sur la psychologie de la croissance, la psychologie de l'entrepreneuriat, etc. Mais il y a aussi une question, évidemment, on va peut-être pas rentrer trop en profondeur, mais sur la question de self-sabotage. Parce que si tu as le choix entre une route facile et une route difficile, il y a aussi parfois la volonté de « allez, on va aller dans la route difficile pour se prouver qu'on a raison ». Et alors, il y a ou pour se prouver qu'on est capable, alors qu'en fait, c'est juste des difficultés que tu aurais pu éviter. Mais il y avait un feedback très intéressant de Marian Zvarek, qui est le fondateur de RealPad, une des belles scale-up membres chez nous, basés en Tchéquie, qui sont dans 10 pays aujourd'hui. Et donc, il disait au début, quand je disais ça à un mentor ou un investisseur ou un autre fondateur, ça c'était le plan. Et il nous disait, OK, c'est une mauvaise idée. Et ben on le faisait parce qu'on y croyait et on voulait montrer qu'on avait raison. Donc ça, c'est une décision motivée par l'ego. Mais maintenant, et donc au début, ça va, tu peux utiliser ton ego pour booster la croissance, mais à partir d'un certain moment, c'est pas comme ça que tu vas arriver à un Google ou un Facebook, quoi. Et donc il disait, maintenant on est dans une phase où on essaye de killer l'ego, c'est plus un driver de décision, mais on essaye par contre de se baser sur les data des users, quoi. Et donc si on pense que c'est une bonne idée et qu'on a envie de le faire pour montrer que c'est une bonne idée parce qu'on a une vision, eh ben, on essaie d'abord de vérifier qu'est-ce que les users veulent vraiment. Et donc, c'est plus du tout basé sur l'ego. Et donc, c'est très important de comprendre quel est le facteur de décision. Est-ce que c'est l'ego ou est-ce que c'est vraiment le business, quoi. Mais j'aimerais te poser une dernière question avant de te laisser filer, qui est sur l'importance des valeurs. Et c'est un peu lié aussi à l'ego, et c'est aussi lié à ce que tu disais. On avait des personnes toxiques, on s'en est pas séparés au début parce qu'ils n'avaient pas les mêmes valeurs que nous. On a essayé de faire rentrer dans le moule, ça n'a pas fonctionné. Donc, c'est quoi tes valeurs aujourd'hui? Et peut-être une question un peu plus philosophique encore, c'est est-ce que les valeurs sont plus importantes que le contexte? Donc est-ce que tu peux sacrifier ou faire évoluer ou arrondir tes valeurs quand tu es dans un contexte très spécifique? Ou alors est-ce qu'on ne peut jamais sacrifier les valeurs? Voilà, donc c'est quand les valeurs sont sous pression, en fait. Ouais. Parce que c'est facile d'avoir des valeurs très dures quand tu n'as aucune pression. Bien C'est sûr. quand il y a la pression qu'il y a des valeurs sans pression. Alors, je vais répondre en deux temps à ta question, mais les valeurs, en fait, il n'y a personne qui va te dire « j'ai du respect pour personne, je m'en fous de tout ». Enfin, si tu es un humain un peu normalement constitué et que tu n'es pas psychopathe, a priori, on a globalement des valeurs de base qui sont à peu près les mêmes dans nos sociétés occidentales. Et donc, j'ai envie de te dire, en fait, mon comportement dépend de qui je suis et mon attitude va plutôt dépendre de qui tu es. Et ça va répondre après à ta question de contexte et de valeur. Ce que je veux dire par là, sur la première partie, mon comportement dépend de qui je suis, parce qu'en fait, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Et donc, les valeurs se traduisent par en fait un comportement que tu vas avoir et la personne que tu es. Donc toi, tu dis que tes actes sont définis par qui tu es. Donc c'est pas tes actes qui définissent qui tu es. Je n'ai pas parlé d'actes, j'ai parlé en fait de comportement. Donc, exemple d'un comportement, le fait de sourire et d'arriver. Toi, tu es arrivé au bureau ce matin, tu es enjoué, tu souris, tu dis bonjour à tout le monde. Ça, c'est un comportement. Ce n'est pas spécifiquement un acte en soi qui est posé. On peut après jouer sur les mots, mais donc c'est un comportement.
qui traduit une valeur. Tu vois, qui traduit une valeur de Team Spirit, par exemple. Tu vois, de j'inclus les gens, en fait, dans mon projet entrepreneurial. C'est ça qu'il y a derrière, tu vois. L'attitude, si tu as quelqu'un, effectivement, qui a, vis-à-vis de toi, en fait, un comportement qui est agressif, qui est violent, qui ne rentre pas dans tes valeurs, ça ne changera pas ton comportement en général, mais ça changera ton attitude vis-à-vis de cette personne, qui est un mécanisme de défense, en fin de compte, et qui est légitime. Il est légitime par rapport, effectivement, à ton comportement et la façon dont tu traduis tes valeurs. Et donc, pour répondre à ta question, moi, je suis intransigeant là-dessus. Non, le contexte ne peut pas influencer ce qui est fondamental pour toi en termes de comportement et de la personne que tu as envie d'être. Je préférerais, moi, tout mettre par terre et tout abandonner, peu importe l'argent, que de laisser, en fait, passer quelque chose qui ne me convient pas. Je reviens sur ta question de burn-out. C'est exactement ce que j'ai fait. Ouais. Ça ne rentrait pas dans mes valeurs, le comportement ne me plaisait pas, je devenais une personne que j'ai... Enfin, on me demandait d'être une personne que je n'ai pas envie d'être, et l'attitude vis-à-vis de moi était fondamentalement mauvaise. Voilà. Et donc, j'ai perdu, effectivement, pour donner un chiffre, 400 000 euros, juste pour ça. Et franchement, tu sais quoi? Best decision ever. Top. Parce que ça les valait. Ouais. Et c'est pas grave, tu vois? Et je pense que ça m'aurait rendu, d'une part, malheureux de l'accepter, et peut-être ça aurait eu des répercussions beaucoup plus graves, de burn-out, de déprime. Santé, oui, et donc c'est un truc que je n'étais pas prêt à accepter. Génial. Topissime. Écoute mon cher, j'ai très fort apprécié. Super, merci beaucoup Idriss, merci à toi. Écoute, voilà, félicitations aussi pour ce que tu fais, c'est fantastique. Voilà, je trouve aussi que tu es quelqu'un de très inspirant. Merci encore pour l'invitation et puis voilà, on se reverra très, très rapidement. Doing our best. Merci. À suivre.